On va attaquer cette deuxième partie du cours sur le régime sinusoïdal forcé avec la notion d'impédance complexe. Ça va nous être particulièrement utile pour l'électricité, ça va être la généralisation de la notion de résistance. Alors, vous allez voir que cette notion d'impédance complexe va simplifier un certain nombre de choses, notamment la détermination des équations différentielles qui vous ont tellement fait souffrir dans les chapitres sur le premier ordre et sur le deuxième ordre. Mais pour autant, la technique que vous avez développée à ce moment-là va vous être utile dans d'autres cadres et ça nous a permis, en fait, ça vous permettra en fait de vérifier que vous savez toujours bien l'utiliser en utilisant cette notion d'impédance complexe. Alors, l'impédance complexe, c'est la généralisation de la notion de résistance et donc en règle générale, on va considérer un dipôle qu'on va noter de manière générique par un petit rectangle, même si ça n'est pas une résistance, pas forcément une résistance, qui est parcouru par un courant qu'on va utiliser, donc courant sinusoïdal qu'on va représenter par sa notation complexe, avec une tension à ses bornes qui elle aussi est sinusoïdale et donc on va représenter par sa tension complexe et on va noter Z au lieu de R, l'impédance du coup qui correspond à ce dipôle et on définit que si on est en convention récepteur, on a que U est égal à Z fois I. Alors à noter qu'on le souligne pour se souvenir que c'est un complexe, mais dans l'expression de Z, il n'y a pas de exponentielle I oméga t. On va voir tout de suite après les propriétés, mais vous allez vous rendre compte que Z, c'est juste un nombre a priori complexe et qui ne dépend pas du temps du tout, mais qui vous permet de faire comme vous aviez U égale RI, là on a U égale ZI. Et de la même manière, on définit, donc ça c'est l'impédance, ce machin là c'est l'impédance complexe, et on va définir ce qu'on appelle l'admittance complexe. L'impédance complexe c'est la généralisation de la notion de résistance. Et l'impédance complexe, ça va être la généralisation de la notion de conductance, l'admittance. Donc, admittance complexe, c'est la généralisation de la notion de conductance. Donc je vous rappelle que la conductance c'était l'inverse de la résistance. C'était si on avait plutôt des I à exprimer en fonction de U plutôt que U en fonction de I, et qu'en général moi je l'utilisais pas trop, mais là pour l'admittance ça va nous simplifier quand même pas mal la vie et donc ça s'écrit la relation entre I et U en disant que I c'est Y fois U, comme on avait I égale GU. Donc en particulier, vous avez que Y, c'est juste l'inverse de Z, et donc vous avez qu'en fait, quand vous multipliez le Y et le Z pour un même dipôle, vous obtenez 1 automatiquement. Voilà, donc ça nous permet de généraliser ces lois d'Ohm avec une expression de la loi d'Ohm qui en fait ne fera plus intervenir explicitement de dérivée, la dérivée sera cachée dans le Z ou dans le Y et nous montrera en fait des multiplications par J oméga qui seront à l'intérieur. Bien, alors quelques propriétés de cette impédance complexe. Alors, notons les deux courants et tensions. U de t va s'écrire U0 cosinus oméga t plus un certain phi U, pour dire que c'est la phase à l'origine de la tension, et I de t, il va s'écrire de la même manière, I0 cosinus oméga t plus phi I. Donc on a pour chacun une amplitude, une phase à l'origine et la même pulsation, ça c'est important, vous avez la même pulsation dans les deux cas parce que quand vous excitez un système à une certaine pulsation, tout le système, toutes les grandeurs électriques du système répondent à la même pulsation. Donc les notations complexes,
Les notations complexes associées peuvent s'écrire U complexe qui va être U0 exponentielle J phi U exponentielle J oméga t, ou alors U0 bar, U0 complexe J exponentielle J oméga t, on dit plutôt U0 complexe, et on note la petite barre en dessous, et I complexe, ça va être I0 exponentielle J phi I exponentielle J oméga t, et donc I0 complexe exponentielle J oméga t, ou U0 complexe et I0 complexe sont ce qu'on appelle les amplitudes complexes de chacun de de notre système. Bon, alors, donc, si on regarde ce qui se passe en écrivant simplement la définition, on a que U, c'est ZI. Alors, retenez-le toujours de cette manière-là, c'est la manière la plus simple de la retenir. Dans les livres, vous trouverez que Z, c'est U sur I, que Y, c'est I sur U, mais vous avez une chance sur deux de vous planter, de savoir qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous. Le mieux, c'est de retenir le sens normal. Z, c'est comme R, U égale RI, donc U égale ZI. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous avez ça, ça va s'écrire U0 complexe exponentielle J oméga t qui est égal à Z fois I0 complexe exponentielle J oméga t. Et là, vous vous rendez compte que les exponentielles J oméga t disparaissent. Donc, déjà, on a la même relation, mais qui n'est plus aucune relation temporelle. Il n'y a plus d'apparition explicite du temps entre U et I et entre U0 et I0. C'est-à-dire que les amplitudes complexes ou les notations complexes qui dépendent du temps ont la même relation U égale ZI qui fasse intervenir les deux. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point, quand on fait apparaître le module, on prend le module terme à terme, donc module terme à terme de cette relation, ça veut dire que le module de U0 complexe doit être égal au module de Z fois I0. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc c'est Z multiplié par le module de U0. Et le module de l'amplitude complexe, c'est l'amplitude, la vraie amplitude, ce qu'on appelle l'amplitude réelle. Donc c'est U0 qui est égal à module de Z fois I0. Donc en fait, vous avez que le module de l'impédance fait le lien entre les amplitudes de la tension et de l'intensité. Donc, remarque, souvent, on note Z sans barre, le module de Z. On parle de la même manière qu'on avait parlé d'amplitude réelle, alors que ça n'avait rien à voir avec la prise de la partie réelle. On parle d'impédance réelle, alors que c'est un module. Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, c'est ce qui va nous intéresser, c'est que vous ayez le lien. Ce qui vous intéresse, c'est le lien dans des amplitudes. Vous voulez savoir si ça va finir par vous électrocuter, si vous avez un petit courant qui donne une forte tension, ou au contraire une petite tension qui donne un fort courant. Donc c'est ça qui va en règle générale vous intéresser. Et donc on va avoir U0 égale Z I0, où vous voyez qu'il n'y a plus de barre parce que on est passé, tout est passé au module. Alors, dernière chose, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des arguments. Donc, au niveau des arguments, vous avez qu'on repart de U égale ZI. Donc, au niveau des arguments, s'il y a égalité de deux nombres complexes, vous avez égalité des arguments de ces nombres complexes. Donc vous avez que arg de U sera égal à arg de ZI. Et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments.
c'était argument de z plus argument de i. Alors, bien sûr, tout ça, ça marche modulo de pi. L'argument de u, alors l'argument de u, si je repars avec les u comme ça, tant pis, je l'ai fait, donc autant y aller. L'argument de u, c'est oméga t plus phi u, c'est égal à l'argument de z plus l'argument de i, et l'argument de ti, c'est oméga t plus phi i. Vous voyez que les oméga t se simplifient, donc j'aurais pu directement utiliser en fait ce qui se passe avec les amplitudes complexes, et à ce moment-là, l'argument de mon amplitude complexe, ça aurait été juste pour u phi u, et pour pour u0, ça aurait été phi u, pour i0 complexe, ça aurait été phi i. Mais je retrouve, et surtout, je retrouve le fait que argument de z, c'est égal à phi u moins phi i. Alors, c'est normal, puisque z, c'est u divisé par i, pour qu'on ait u égale zi. Donc, argument de z, c'est l'argument de u sur i, et ça s'interprète comme étant le déphasage de u par rapport à i. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le par rapport. C'est u sur i, qu'on fait le rapport de u par i, et donc on a le déphasage de u par rapport à i. Donc ça, c'est à retenir quand vous voulez calculer, quand un énoncé vous demande de calculer le déphasage d'une quantité par rapport à une autre, il suffit de calculer l'argument de la notation complexe d'une quantité divisé par la notation complexe de l'autre quantité. Donc ça, c'est un point intéressant. Monsieur le chat, ça faisait longtemps. Je trouvais aussi que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oui. Bon, alors, continuons voir là-dessus. Donc, le déphasage est donné par argument de z. Alors, tout de suite, on va vous laisser bosser un petit peu parce que j'aimerais que vous déterminiez les impédances des dipôles usuels. Donc ça, c'est un point que vous allez pouvoir faire tout seul. Donc, petit 3. Dipôles usuels. Alors les dipôles usuels, il y en a 3. Vous avez la résistance, bien sûr, mais aussi l'impédance, l'inductance et la capacité. Donc je vais vous les dessiner, et puis après, vous allez déterminer les impédances correspondantes. Donc bien sûr, on a un C, on a un L. On va se mettre en convention récepteur. Hop, U, I, U, I. Alors bien entendu, on va se placer en complexe, un régime sinusoïdal forcé, c'est-à-dire que on met simplement un petit souligné pour déterminer le caractère complexe. Et maintenant, prenez 2 minutes et essayez de me déterminer l'impédance, donc le ZR. J'aimerais que vous me trouviez ZR, ZL et ZC. Alors, faites bien attention à différencier vos L de vos C. Et en 2 minutes, trouvez-moi ça. Ça va être très facile pour R. Ne cherchez pas à midi à 14h. Ça va être extrêmement facile pour R. Et il va falloir juste réfléchir un chouïa pour vous souvenir en fait des relations entre U et I qu'il y avait pour l'inductance et pour la capacité. Et à partir de là, vous devez pouvoir obtenir facilement les expressions de ZC et de ZL qu'il faudra absolument retenir. Il ne faut absolument pas que vous puissiez vous tromper là-dessus, parce que si vous vous trompez là-dessus, bah, vous avez que tous les exercices, vous risquez de vous planter juste dans l'écriture des équations de base. Donc, de la même manière qu'il fallait apprendre les lois du condensateur et de la bobine sans se tromper, ben là, il va falloir apprendre les Z sans se tromper. Vous allez voir qu'il y a une liaison entre les deux, ça va être relativement simple. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, voyons voir ce qu'on peut obtenir à partir de ces trucs-là. Donc, on a que U est égal à RI.
Donc si je passe en complexe, j'ai le droit de dire que U complexe est égal à RI complexe. Et on doit aussi avoir que U complexe, c'est ZR I complexe. D'où, tout simplement, ZR, donc l'impédance complexe pour une résistance, c'est directement la résistance. La généralisation de la notion de résistance, c'est normal qu'on retrouve qu'une impédance, c'est simplement une résistance. Ok, donc ça c'était la partie facile. Alors, pour la bobine. Pour la bobine, il faut se souvenir que en convention récepteur, on a U égale LDI sur DT. D'où U complexe, ça sera L DI complexe sur DT. Or, on a dit dans la section précédente que l'un des principaux intérêts de la notation complexe, c'est que c'était sympa pour la dérivation. Et donc ça s'écrit L multiplié par J oméga fois I. La dérivée de I, c'est J oméga fois I. Et ça doit aussi s'écrire ZL fois I. Donc vous voyez que le terme en ZL qui est là, c'est simplement celui-ci. Donc ZL, ça s'écrit JL oméga. Alors notez que en règle générale, on essaye de garder le J le plus proche du oméga possible parce qu'ils vont toujours ensemble. Si vous avez un J, vous avez toujours un oméga qui traîne à côté en règle générale. Et donc dans les calculs, je vous conseille de les garder les plus l'un à côté de l'autre possible. En revanche, l'usage fait que quand vous écrivez l'impédance d'une bobine, c'est JL oméga qui va apparaître. Et comme dans l'impédance du condensateur, il va y avoir un JC oméga. Donc il faut bien faire attention, comme d'habitude, à faire la différence entre vos L et vos C. Donc finalement, il me reste pour le condensateur. Pour le condensateur, en convention récepteur, on a que I cette fois-ci, c'est CDU sur CDT. D'où je peux passer en notation complexe parce que c'est une relation qui est bien gentiment linéaire. Ce sont des dipôles linéaires. Si vous vous souvenez du cours d'électricité, j'avais commencé le dipôle linéaire usuel. Et la dérivée d'une notation complexe, c'est simplement multiplier cette notation complexe par J oméga. Donc j'ai du J oméga fois U. Alors, pour le condensateur, là, vous voyez que vous devriez avoir U égale ZC fois I. Donc, I vaut 1 sur ZC, donc YC, fois U. Et le 1 sur ZC, on va le retrouver ici. Donc, je l'ai là. Hop. Et ça doit être ce J oméga. D'où le ZC, il s'écrit 1 sur JC oméga. Donc petite subtilité pour le condensateur. Le condensateur, lui, il n'est pas très sympa d'un point de vue impédance. C'est plutôt l'admittance qui est sympa, le YC qui vaut JC oméga. Donc à retenir, le condensateur, il est sympa au niveau des admittances, alors que la bobine et la résistance sont sympas au niveau des impédances directement. Vous voyez que le Z de la bobine et de la résistance sont bien gentils, alors que le Z du condensateur, lui, est plus difficile, et à ce moment-là, vous n'avez pas l'information directement. Et en règle générale, quand on va avoir des Z, des diviseurs de tension avec des rapports de Z, quand il y aura un condensateur, on va essayer de multiplier par son Y pour essayer de s'en débarrasser, parce que le Y est beaucoup plus sympathique. Donc ça, c'est pour les différents dipôles usuels. Alors, petit 4, intérêt pratique sur un exemple simple. Donc ça, on va voir pourquoi est-ce que cette notation complexe va nous permettre de simplifier et de trouver des solutions d'équations différentielles de manière beaucoup plus sympathique. Et pour ça, on va devoir
quand même essayer de regarder ce qui se passe quand vous avez, si vous n'aviez pas cette histoire de notation complexe. Donc, je vais faire une résolution. À la limite, si ça vous intéresse pas, vous pourrez sauter juste cette petite section pour ensuite voir comment faire par la résolution complexe. Mais c'est juste pour vous montrer que ça peut être pénible de ne pas utiliser la notation complexe. Et donc, en fait, les complexes sont là pour vous simplifier la vie. Alors, on va considérer un circuit RL et on regarde la tension aux bornes de la résistance. Allez, hop. On va faire ça comme ça. Donc, on a une résistance, un L, et ici, on a un E de T qui va être sinusoïdal et qui va s'écrire E0 cosinus oméga T. Hop. Donc, on a une excitation sinusoïdale de notre système et on s'intéresse à la tension U aux bornes de la résistance. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par U? Donc, pour ça, on introduit un courant I qui va être en convention récepteur. Là, pour le moment, je fais comme si la notation complexe n'existait pas. J'ai besoin de la tension UL ici aux bornes de la bobine, et j'ai que UL, ça s'écrit LDI sur DT. J'ai aussi la loi d'Emaille qui dit que j'ai E qui s'écrit UL plus U, donc qui s'écrit LDI sur DT plus U. Or, vous avez que U c'est égal à RI, donc I c'est égal à U sur R, donc on se retrouve avec du L sur R, DU sur DT, plus U, qui est égal à E0 cosinus oméga T. Comment est-ce qu'on résout ce truc-là? Moi, ce qui m'intéresse dans cette résolution, c'est pas la solution homogène, puisque la solution homogène, elle va tendre vers 0, parce que je vais avoir une exponentielle moins t sur taux avec le taux habituel, qui ici vaut L sur R, d'après ce que je peux voir de l'équation différentielle sous forme quasi-canonique. Donc je m'intéresse pas à la solution homogène. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la solution particulière, donc recherche de la solution en régime permanent, en régime sinusoïdal permanent. Et vous savez que quand vous avez une équation avec un second membre comme ça, une équation gentiment différentielle linéaire, vous allez chercher votre solution sous une forme qui correspond à votre second membre. J'ai un second membre sinusoïdal, je vais chercher la solution sous la forme U0 cosinus oméga t plus phi. Et j'aimerais déterminer le U0 et le phi. Et on va voir qu'avec la notation complexe, ça va être vachement plus simple. Bon alors, quand j'ai ça, donc sous la forme U de t égale ça. Donc du sur dt, comme j'ai un cosinus, ça me fait du moins U0 oméga sinus oméga t plus phi. Alors je me doute que ça va être le même oméga puisque je secoue un système avec une pulsation donnée. On s'attend à retrouver cette pulsation dans les solutions. On remplace. Et quand on remplace, on a du E0 cosinus oméga t qui est égal à moins L sur R U0 oméga sinus oméga t plus phi plus U0 cosinus oméga t plus phi. Bon, comment est-ce que je résous ça? Ça doit être valable à tout temps. Donc, par exemple, donc, il y a une première méthode qui est de dire j'ai un sinus A plus B, un cosinus A plus B, et cosinus A plus B c'est cos A cos B moins sin A sin B, et puis j'identifierai après les termes en cosinus oméga t, les termes en sinus oméga t. Il y a une autre méthode qui est se dire je regarde l'équation, elle est valable à tout instant. Donc si je regarde par exemple AT égale 0, je dois avoir que E0 est égal à moins L U0 sur R oméga sinus phi plus U0 cosinus phi. Hop.
ici on va garder les parenthèses, on les met là aussi. Et si je me mets tel que oméga t ne vaille pas 0 mais pi sur 2, la cosinus de pi sur 2 ça fait 0. Sinus de phi plus pi sur 2, ça va faire cosinus phi, donc j'ai du moins L U0 sur R oméga cosinus phi, et cosinus de phi plus pi sur 2, ça va être moins sinus phi, donc moins U0 sinus phi. J'ai deux équations, deux inconnus qui sont phi et U0. Alors là, déjà, la deuxième équation me permet de simplifier les U0 qui apparaissent de chaque côté. Je vais faire passer de l'autre côté, donc j'ai du L oméga sur R cosinus phi qui doit être égal à du moins sinus phi. Et donc ça me donne tangente phi qui doit être égal à L oméga sur R. C'est un premier truc, j'ai phi avec moins L oméga sur R. Donc j'ai phi qui doit être mon arctangente de moins L oméga sur R. Alors c'est potentiellement deux solutions, mais il n'y a que celle-là qui va fonctionner. Et une fois qu'on a ça, on peut on connaît en fait sinus de arctangente x, c'est une forme potentiellement connue. Est-ce que je le connais ça là-dedans? Est-ce que je vais pouvoir obtenir ça de manière simple? Oui, déjà c'est pénible comme ça, hein. Une notation complexe c'est quand même vachement plus facile. Vous y arrivez vous? Allez, aidez-moi un petit peu. Aidez-moi à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, j'aimerais pouvoir remplacer ça là-haut. Est-ce que j'ai moyen? Voilà. Il va falloir quand même que je me fasse le cosinus de arctangente x. Bon, c'est pas beau, ça, c'est pas beau. Il y a sûrement moyen de faire plus simple. Alors déjà, le sinus phi, je peux le remplacer, enfin le moins sinus phi, donc je me retrouve avec du E0 qui est égal à L U0, parce que non, c'est U0 que je cherche, hein, oméga cosinus phi fois L oméga sur R, donc ça c'est le moins sinus phi qui se simplifie, plus U0 cosinus phi. Donc là, je peux trouver U0 cosinus phi déjà, c'est relativement sympathique, et ça s'écrit E0 sur 1 plus L oméga sur R au carré. Et moi j'aimerais bien avoir U0 juste tout seul. Et pour avoir U0 juste tout seul, on va utiliser le fameux cos carré plus sinus carré égal 1. Hein, ça devrait être sympa ça. Parce que du coup j'ai du U0 carré cos carré phi qui est égal à ça au carré. Et alors si on va peut-être y arriver. Justement, si j'utilise cos carré phi plus sinus carré phi égale 1. Donc ça me dit que 1 plus tangente carré phi, c'est égal à 1 sur cos carré phi. Ça m'arrange là. Et du coup, cos carré phi, c'est égal à 1 sur 1 plus tangente carré phi. Donc le cos carré phi, je le connais. Donc ça me donne U0 carré, divisé par 1 plus tangente carré. Tangente carré, c'est L oméga, il y avait un moins dans le tangente, mais on avait calculé tangente, donc le moins il peut partir. Et ça, c'est égal à E0 carré, sur 1 plus la même chose, mais le tout au carré. Vous voyez qu'il y en a un qui va gentiment partir, voilà, c'est ça. Et je me retrouve avec du U0 en passant la racine, c'est E0 sur racine de 1 plus L oméga sur R au carré. Enfin bon, vous admettrez que c'est légèrement pénible. Et on va finir, on arrive quand même à un résultat, on a le U0, on a le tangente phi, mais ça va être beaucoup plus long et laborieux que si on utilise des notations complexes. Alors, je vais revenir, pour utiliser la notation complexe, à l'équation différentielle. On a l'équation différentielle qui est celle-ci, là, et je prends cette équation différentielle et j'aimerais bien pouvoir la faire en complexe. Donc je la réécris. J'ai l'équation différentielle, donc résolution en notation complexe. Donc l'équation différentielle, elle s'écrit E0 cosinus oméga t qui est égal à L sur R du sur dt plus u. Moi, ce que je veux, c'est écrire une équation sur des complexes telle que quand je prends la partie réelle de cette équation, je retrouve mon équation de départ. Donc à droite, c'est facile, il suffit de dire simplement, je mets des petites barres en dessous et quand je passe à la partie réelle, je retrouve
ce qui est à droite. Parce que la partie réelle de la dérivée, c'est la dérivée de la partie réelle. Tout ça, ça se passe bien parce que c'est des opérations qui sont gentiment linéaires. En revanche, du côté gauche, je veux justement un truc dont la partie réelle, ce soit E0 cosinus oméga t. Et bien là, vous voyez que je peux choisir E0 exponentielle j oméga t. Donc en fait, le cosinus oméga t se transforme en exponentielle j oméga t. Si j'avais eu du sinus oméga t, ça serait transformé en exponentielle de j oméga t moins pi sur 2, puisque il y a un déphasage de pi sur 2, de moins pi sur 2 pour passer du cosinus au sinus. Donc, mon équation complexe à résoudre, maintenant, c'est ça. Et là, c'est vachement plus sympathique parce que la dérivée, elle, c'est juste une multiplication par j oméga. Et donc là, j'ai mon E0 exponentielle j oméga t. Résultat, vous pouvez mettre le u en facteur de L oméga sur R, J L oméga sur R plus 1. Et donc, on trouve le U complexe qui est solution de ce machin-là. Il s'écrit E0 sur 1 plus JL oméga sur R fois exponentielle J oméga t. Et vous voyez, en deux lignes, c'est fait. Maintenant, si je cherche l'amplitude, c'est ça qui m'intéresse, on n'a que le U0, l'amplitude, la vraie amplitude, l'amplitude réelle, c'est le module de la forme complexe. Il suffit de prendre le module de ce qu'il y a juste au-dessus. Le module du bout qui est ici, ça fait 1. Et le module du bout qui est ici, c'est module de E0 sur 1 plus J L oméga sur R. Alors là, maintenant, on transforme des capacités à avoir sur des équations trigonométriques en capacités à avoir sur les complexes. Donc, il y a quand même des capacités à avoir, mais c'est quand même vachement plus sympathique. Qu'est-ce que vous savez sur le module d'un rapport? C'est simplement le rapport des modules. Donc c'est module de 0 sur module de 1 plus J L oméga sur R. Le module de E0, étant donné que E0 c'est un réel positif, c'est juste E0. Et le module de x plus y, c'est racine de x carré plus y carré. Attention, le j il n'est pas dedans. Et donc ça me donne racine de la partie réelle au carré. 1 au carré ça fait 1 plus le carré de la partie imaginaire. Et la partie imaginaire c'est L oméga sur R. Hop! Et c'est fini. Et si vous regardez, c'est très exactement ce que j'ai trouvé ici. J'ai la même chose. Donc on obtient exactement la même chose. Alors vous me direz, mais le phi dans l'histoire, le phi, ça va être l'argument du U0 complexe. Et U0 complexe, il est là. U, c'est U0 complexe fois exponentielle j oméga t. Donc il me faut l'argument de ce truc-là, l'argument de E0 sur 1 plus j L oméga sur R. L'argument d'un rapport, de nouveau, on transforme des capacités à avoir sur la trigonométrie en capacités à avoir sur les calculs des complexes. Donc il faut bien réviser ces calculs des complexes, il faut être au clair sur comment ça fonctionne. L'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments. Donc ça me fait argument de E0 moins argument de 1 plus j L oméga sur R. Et l'argument d'un réel positif, c'est 0, vous êtes à l'horizontale sur votre plan complexe, moins l'argument de ce 1 plus JL oméga sur R. Alors là, pour le voir, il suffit que je fasse un petit dessin. Donc là, j'ai la partie réelle, là, j'ai la partie imaginaire. Là, j'ai 1, là, j'ai L oméga sur R. Donc, hop, moi, ce que je cherche ici, on va dire que c'est alpha. Et vous voyez que tangente alpha, il est égal à L oméga sur R divisé par 1. Donc, il est égal à L oméga sur R. C'est côté opposé sur côté adjacent. Et donc, ce truc-là, alpha, c'est l'arc tangente de L oméga sur R. Donc, je me retrouve avec moins l'arc tangente de L oméga sur R.
Alors, faut bien voir un point en particulier, c'est que quand vous avez argument de x plus jy, ça c'est égal à arctangente de partie imaginaire, donc y divisé par partie réelle x, si x est positif, c'est-à-dire si la partie réelle est positive. Sinon, bah, c'est égal à pi ou moins pi au niveau de pi plus arctangente de y sur x. Pourquoi? Parce que bah, si vous prenez un truc en moins 1 et en moins L oméga sur R, de l'autre côté là, vous voyez que le rapport partie imaginaire sur partie réelle, bah, les moins se simplifient, donc j'ai le même rapport et j'ai la même tangente, mais l'angle en question ici j'ai du pi plus alpha, et donc un décalage, et si alpha c'est effectivement arctangente, parce que arctangente me donne une valeur entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, ce qui correspond à toutes les valeurs pour lesquelles votre partie réelle est positive. À ce moment-là, les endroits où les parties réelles sont négatives, c'est pi plus l'arctangente de votre partie imaginaire sur partie réelle. Mais on retrouve bah, que tangente phi, c'est moins L oméga sur R, parce que tangente ou arctangente étant des fonctions impaires, le moins il peut rentrer à l'intérieur de la fonction. Donc on a retrouvé en vraiment 10 secondes les deux caractéristiques pour lesquelles il m'a fallu réfléchir un petit peu pour refaire le calcul direct. Bon, donc on a quand même des facilités qui sont induites par ces trucs en complexe. En plus, il y a tout un tas de petits raccourcis, donc association en série ou en parallèle d'impédance. Quand vous avez vos impédances en série ou vos impédances en parallèle, donc si vous avez hop, un Z1 complexe et un Z2 comme ça en série, alors ça c'est équivalent à un seul Z, ZX série, qui va être égal à Z1 plus Z2. Je vous laisse refaire toutes les démonstrations qu'on a faites sur les résistances, étant donné que c'est exactement pareil. Vous aviez U égale RI à l'époque dans le chapitre d'électricité. Maintenant, vous avez U égale ZI. Et c'est pareil, il y a des petites barres en plus, mais toutes les relations sont exactement les mêmes. Et de la même manière, si vous prenez deux impédances qui sont en parallèle comme ça, alors c'est équivalent à une seule impédance, un ZX parallèle, tel que le Y correspondant à cette impédance, ce soit le Y1 plus le Y2. Quand vous êtes en parallèle, c'était pas les résistances qui s'additionnaient, c'était les conductances. Quand vous mettez des impédances en parallèle, ce ne sont pas les impédances, mais ce sont les admittances, les Y, qui s'additionnent. Et ça vous permet de le retrouver rapidement et aussi d'écrire le ZX parallèle. Du coup, ça va être du Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 qui est bien homogène à une impédance. Donc on a les écritures habituelles. Donc je vous renvoie au cours d'électricité pour refaire ces démonstrations ou à l'essentiel qui vous permettait, aux petites démos in a nutshell qui vous permettaient d'obtenir ces démonstrations rapidement. Et encore, de la même manière, vous pouvez démontrer le diviseur de tension et le diviseur de courant. Donc le diviseur de tension et le diviseur de courant sous la forme, si vous avez un machin comme ça avec un Z1 et un Z2, que vous voulez la tension U2, sachant que là vous avez une tension U, votre tension U2, ça va être Z2 sur Z1 plus Z2 U. Et pour le diviseur de
Donc ça, c'est le diviseur de tension. Et pour le diviseur de courant, c'était quoi? C'était, vous aviez deux machins qui étaient en parallèle plutôt encore en série. Au-dessus, pour le diviseur de tension, ils étaient en série. Et vous faites pénétrer un courant I ici. Vous avez un Z1, un Z2. Vous avez que I1, ça va être égal à Y1 sur Y1 plus Y2 fois le fameux I de départ. Là aussi, je vous laisse re-regarder si c'est pas parfait les vidéos qui vous permettaient de faire cette démonstration diviseur de courant, diviseur de tension. Vous devez être capable de le refaire assez rapidement. Alors remarque, ça me permet de trouver directement si j'ai ma bobine ici et mon R là. Vous voyez que ici, la tension aux bornes de cette résistance, j'ai un diviseur, un simple diviseur de tension où je regarde la tension aux bornes de la résistance sachant qu'il y a aussi une bobine qui est dans mon système. Et donc, je vais avoir du R sur R plus JL oméga E, et donc un U qui s'écrit 1 sur 1 plus JL oméga sur R, E0 exponentielle J oméga T. Donc là, vous retrouvez dans cette expression-là exactement ce qu'on avait plus haut. Alors à quel endroit c'était? À peu près ici. Là. C'est cette forme-là. Donc, même pas la peine d'écrire l'équation différentielle. La notation complexe, là, je l'ai fait, mais en 3 lignes. Et en rigoureusement 3 lignes, j'ai ma solution. Il ne me reste plus qu'à calculer le module et l'argument de ce machin-là pour avoir l'amplitude et la phase le déphasage de cette tension comparé à la tension du générateur. Et donc, j'ai toutes les informations nécessaires pour résoudre mon problème grâce à ça. Bien. Alors, dans la prochaine section, on va s'amuser à étudier plus particulièrement ce qui va se passer pour un circuit RLC ou pour le petit, la petite cigogne, ce qui lui arrive quand je la secoue dans ce sens-là. Mais ça sera pour la prochaine fois.